Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Aujourd'hui, on s'attelle à l'actualité, on va parler de souveraineté, d'écologie, d'énergie et d'économie, tous les thèmes dont on parle tous les jours. Mais avant toute chose, je tenais à vous remercier. Nous avons franchi un nouveau record avec le Samedi Politique, 700 000 vues pour le premier numéro de la saison avec François Asselineau. C'est grâce à vous et c'est pour ça que je compte encore sur vous pour faire la promotion de cette émission toujours plus en cliquant sur le pouce en l'air, en laissant vos commentaires et bien entendu en partageant cette émission que l'on commence tout de suite. Et mon invité aujourd'hui, vous avez été nombreux à me le réclamer, c'est Loïc Le Floch-Prigent. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je vous présente, vous êtes spécialiste de l'industrie, spécialiste de l'énergie, ancien grand patron de la SNCF, de Gaz de France, d'Elf Aquitaine. Vous avez également écrit de nombreux ouvrages que l'on peut voir à l'écran. Il ne faut pas se tromper pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie. Et le prochain qui va tout bientôt sortir, Capitaine d'industrie, c'est chez Elitel. J'ai tout bon jusque-là? Absolument, tout va bien. Alors pour commencer, monsieur, la situation énergétique en France et en Europe inquiète les politiques, nous disent-ils, mais inquiète évidemment les Français, les prix augmentent. On semble même redouter des pénuries pour l'hiver qui approche. Bercy convoque la semaine prochaine tous les patrons des grosses entreprises énergétiques pour leur demander essentiellement de faire un effort sur les prix. Est-ce que c'est le sujet? Non, pas du tout. Hélas, aujourd'hui, on est dans le déni de réalité, de façon générale. C'est-à-dire que les gens considèrent que si ils ne mentent pas sur la réalité, ils vont prendre des positions qui ne sont pas les leurs. Bon, donc on essaie de faire une réalité artificielle de manière à pouvoir continuer à faire les erreurs qu'on a commises. Alors il faut regarder les erreurs qu'on a commises. C'est-à-dire que le travail d'un industriel, c'est le retour sur expérience. Et donc il faut qu'à un moment, il y ait un retour sur expérience sur ce qui s'est passé. Donc on a fait une politique énergétique qui a conduit effectivement, comme vous le dites, à des prix absolument abominables et des risques de pénurie. Il faut essayer de regarder ce qui s'est passé. Or, ils ne veulent pas regarder ce qui s'est passé. Alors, je vous en donne deux, trois idées. La première, c'est qu'on est dit, on va, par exemple, le président de la République dit à Saint-Nazaire, regardez ces belles éoliennes, c'est grâce à elles que vous allez avoir de l'électricité cet hiver. Faux. C'est faux. Donc, c'est un mensonge s'il ne sait pas, ou autrement, mais c'est une erreur de toute façon. C'est-à-dire que l'hiver, effectivement, on est en période en général d'anticyclone et les éoliennes ne tournent pas beaucoup, tournent très peu. Et par ailleurs, il y a très peu de soleil, puisque le soleil c'est plus l'été que l'hiver, en termes réels. C'est-à-dire qu'il y a 6 heures ou 7 heures de soleil potentiel, qu'il y ait du soleil ou qu'il n'y en ait pas. Donc, ce n'est pas le moment des énergies nouvelles, l'hiver. Bon, et c'est là où on a besoin d'énergie. Bon, donc, pourquoi mentir sur le fait qu'on va faire des éoliennes à Saint-Nazaire? On peut très bien dire j'ai envie de faire des éoliennes à Saint-Nazaire pour telle et telle raison, c'est pas le problème. Mais pourquoi mentir pour arriver? Bon, deuxième mensonge, que j'entends pratiquement tous les jours maintenant, on a fermé Fessenheim, c'est normal parce que la centrale était vieille. Faux. Une centrale n'est jamais vieille, ça dépend de la maintenance, et donc si jamais on la prolonge, et on la prolonge, aujourd'hui on les prolonge jusqu'à 80 ans aux États-Unis, elles ne sont pas moins sûres après qu'avant, de la même façon que les avions, on change une partie des pièces, les raffineries, j'en sais quelque chose, on change il y a l'arrêt métal, on change le métal de manière à ce qu'elle puisse résister, et il y a des raffineries qui ont 50, 60, 70 ans, et qui fonctionnent très bien, comme si c'était des raffineries neuves. Donc tout ça, c'est pourquoi mentir pour faire passer le jour? Non, Fessenheim, on l'a fermé pour des raisons politiques, pour avoir les voix des écologistes qui avaient envie qu'on ferme Fessenheim. C'est un fait. Il faut en dire compte. Il faut que... alors c'est M. Hollande, M. Philippe, Mme Borne, M. Macron, etc. Mais c'est eux qui ont fait ça, ils ont fermé Fessenheim, c'est une erreur. Confrontons-nous à notre erreur plutôt que d'essayer de la cacher, de mentir sur l'erreur. Alors, le point où nous sommes aujourd'hui sur les marchés, c'est un point très compliqué parce qu'on a inventé un marché de l'électricité qui n'existe pas.
C'est-à-dire qu'on a créé un marché sur un produit qui ne s'acclimate pas au marché. Alors je suis désolé pour les libéraux. On a créé, c'est qui on? C'est l'ensemble de l'élite française, les économistes. Européenne ou que française? Française, européenne, mondiale. C'est-à-dire ça a commencé par les Chicago Boys qui ont voulu faire un marché d'électricité au Chili, en Argentine en 70. Ensuite c'est Madame Thatcher. Ensuite, et l'élite française a considéré qu'effectivement il fallait casser EDF. Et pour casser EDF, créer le marché de l'électricité, c'était bon. Voilà. Bon. Alors, en fin de compte, pourquoi est-ce que ça marche pas? C'est ça que, et là, on est dans l'idéalité. Pourquoi ça marche pas? Parce que il se trouve que l'électricité n'est pas un produit comme les autres. Alors, je vous l'annonce, parce qu'il faut que les gens comprennent pourquoi c'est pas un produit comme un autre. C'est-à-dire que le gaz, le pétrole, on le stocke. L'électricité, on ne le stocke pas. Pourquoi on ne le stocke pas? Parce que c'est l'électron en mouvement. Comment stocker quelque chose en mouvement? On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Bon, donc, alors on peut effectivement essayer de trouver des moyens de stocker des électrons, là c'est les condensateurs, mais bon, une fois qu'on a créé une nuée de condensateurs et qu'on a rempli le désert avec les condensateurs, on n'a toujours pas assez d'énergie pour servir un village, donc ça sert à rien. Bon, les supraconducteurs, oui, ça stocke, oui, c'est ça, mais il faut mettre à moins 273 degrés, c'est un peu compliqué. Donc on ne peut pas stocker. Bon. Et donc, le stockage électrique, tel qu'il est présenté par les écologistes et par les politiques, c'est faux. On ne stocke pas l'électricité, on stocke un produit qui va pouvoir redonner l'électricité. Bon. Et là, à partir du moment où on change d'état, les batteries, dont vous avez parlé. Les batteries, on met des batteries, effectivement, ça prend les électrons pour changer d'état, et puis ensuite ça restitue des électrons, mais c'est pas les mêmes que ceux qui sont rentrés, et il n'y en a pas autant. C'est-à-dire qu'on perd en rendement de façon épouvantable. Donc on sait que les batteries ne sont pas du stockage de l'électricité, c'est un stockage qu'on dirait que les spécialistes appellent indirect, c'est-à-dire qu'on change d'état et on est capable ensuite d'avoir quelque chose. Donc ça ne conduit pas à un marché. On fait le marché du gaz, on fait le marché du pétrole, on sait faire le marché de l'eau, on sait faire... Ok, très bien. Et là, les électrons en mouvement, on ne sait pas faire. Bon. Et là, il faut se confronter à cette difficulté. Et cette difficulté, visiblement, ni les politiques, ni les économistes ne veulent s'y confronter. Parce que un marché, a priori, c'est la concurrence. Et si on a la concurrence, eh bien, les prix diminuent. C'est bien connu. Bon, et là, il se trouve que nous produisons aujourd'hui une électricité nucléaire, une électricité hydraulique en France à 30 € le mégawattheure, 30 € le mégawattheure. Si jamais on y rajoute la maintenance et la reconstitution, on est à 47-50, disons, mettons 50 € le mégawattheure, et de temps en temps, sur les marchés, le marché qui a été inventé par les économistes, on est à 3000, le 22 avril ou le 4 avril 2022. 4 avril 2022, on a été à 9 987 €, un produit qui est produit à 30. Donc on a fait un facteur 100. Cet entraxe de prix, c'est juste de la spéculation. Donc c'est un facteur 100. Or, dans le pétrole, qui est un produit où on gagne bien son argent entre la production et la revente, eh bien, on n'a jamais dépassé un facteur 10. Dans l'électricité, on fait un facteur 100. Bon, alors, je pense qu'il est nécessaire que les économistes, les politiques, les techniciens se confrontent à cette réalité en disant mais comment est-ce qu'on est arrivé sur un produit à faire un facteur 100 ? Voilà. C'est ça la question. Et quelle est votre lecture, vous, justement, comment on arrive à ça ? La lecture, c'est qu'on a créé un marché artificiel avec des parasites qui sont des fournisseurs qui ne font ni produire, ni transporter, ni distribuer. Ils font rien. La seule chose qu'ils font, ils spéculent. Donc on a créé donc une race de spéculateurs. Il y en a 45 en France. Il y en a une trentaine en Grande-Bretagne. Il y en a une cinquantaine en Allemagne. Il y a un marché. Du coup, on a créé un marché avec des experts du marché. Vous ne serez pas étonné de savoir que les experts sont en Allemagne. Hein, c'est eux qui font le marché. Et il y a des moments où, comme il n'y a plus d'électricité, eh bien, la dernière centrale qui fonctionne est celle qui dit « moi, je veux bien vous produire, mais ça coûte cher », et elle augmente les prix puisque c'est elle qui fait l'équilibre. Pourquoi ? Parce que l'électricité, c'est un produit où il faut à chaque fois que l'offre et la demande correspondent.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ben voilà, on va vous servir demain, non, non. Si jamais vous n'avez pas l'électron qui sort, et si jamais on vous le demande, si vous ne le servez pas, il faut que vous arrêtiez une partie du territoire, plus ou moins grande, de manière à pouvoir conserver un équilibre. Il faut toujours avoir l'équilibre entre l'offre et la demande. On est compte de la difficulté. C'est-à-dire que vous avez un produit seconde par seconde qui est produit, qui ne peut être produit que dans la mesure où on le consomme. Et il faut donc il y a une régulation qui est faite, donc un gestionnaire de réseau qui permet cet équilibre. Mais si jamais on n'a pas suffisamment d'énergie électrique, alors là, ça coince, bien évidemment. Donc il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait ? On délaisse, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, vous ne faites pas, aujourd'hui vous ne faites pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un délestage volontaire qui coûte très cher, qui est l'effacement, c'est-à-dire on dit aux industriels, à telle heure, est-ce que vous pourriez ne pas prendre l'électricité ? Et on va vous payer comme si vous aviez... Donc on a un budget effacement qui monte avec la... Donc le sujet de l'électricité, c'est simplement... Donc vous êtes en train d'expliquer qu'on paye des entreprises pour qu'elles arrêtent d'utiliser de l'électricité. Et on les paye très cher. Pour qu'elles arrêtent d'utiliser l'électricité, c'est l'effacement, de manière à ce que donc elles ont un bonus. C'est-à-dire que plutôt que de travailler, il vaut mieux ne pas travailler et avoir un bonus. On est dans cette espèce de circuit bizarre où on est sans arrêt en train de dire si jamais vous ne faites pas, vous allez recevoir une subvention. C'est le système d'aide. Alors donc, il y a quelle est la façon de s'en sortir ? La façon de s'en sortir, c'est toujours la même. L'humanité n'a pas changé. L'humanité veut une énergie abondante, bon marché et souveraine. L'humanité a toujours fonctionné comme ça. Depuis le début de l'humanité, une énergie abondante, bon marché. Si jamais elle n'est pas abondante, ce qui est le cas aujourd'hui, pourquoi elle n'est pas abondante ? Pourquoi elle n'est pas abondante ? Parce qu'on n'a pas voulu faire de nucléaire qui donnait de l'énergie abondante en ce qui concerne la France. Donc on a commencé à arrêter le nucléaire en 1997, avec l'arrêt de Superphénix, le surgénérateur, puis on a continué pendant des années à dire le nucléaire c'est pas bien, c'est dangereux, ça continue. Je vais vous interrompre si vous voulez bien monsieur, on va écouter Jean-Bernard Lévy, le PDG pour encore quelques temps d'EDF, et justement il l'expliquait très bien. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées, et on sait que notamment un soudeur, un tuyauteur, il faut 2 ou 3 ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées ? Eh bien parce qu'on nous a dit non, votre parc nucléaire il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les 2 premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, on fait quoi ? Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Alors ce qu'il explique finalement, c'est que c'est pas étonnant qu'on ait plus suffisamment d'électricité puisqu'on a abandonné le parc nucléaire. Absolument, c'est bien le cas. Simplement, celui qui a accéléré la fuite du nucléaire, c'est bien Jean-Bernard Lévy, président d'EDF. Donc là, il faut quand même Mais lui, regarder. Il suit les décisions politiques. Oui, c'est ça. Mais disons qu'un bon président de société défend la position de sa société. Et par conséquent, ce n'était pas défendre correctement la position d'EDF que d'accepter les ordres de l'État. Donc il fallait résister et il fallait désobéir en disant non, c'est pas possible, je continue à considérer qu'un jour ou l'autre, il y aura nécessité d'avoir... Ça, c'est possible pour un grand patron, de dire non aux politiques. Oui, bien sûr. Bien sûr, alors quelquefois on se fait virer, quelquefois on part en prison, comme moi, mais c'est pas grave. C'est ça le travail. Le travail, c'est de défendre la société. On est en face d'une réalité où il faut dire, voilà, c'est comme ça qu'on peut travailler. Et donc, il était clair que nous ne pouvions pas avoir une énergie abondante, bon marché électrique, souveraine, si jamais on diminuait le nucléaire comme ça a été décidé, et si jamais on continuait sur l'énergie dite renouvelable, qui ne sont pas si renouvelables que ça, et qui ont... Bon. Alors, donc le piège dans lequel on est tombé, la France est tombée avec l'aide des élites pour tuer EDF, le piège, c'est de laisser tomber EDF, c'était fait pendant les 8 ans qui viennent de s'écouler, et surtout de dire c'est avec les éoliennes et le solaire qu'on va résoudre nos problèmes. Ce n'est pas vrai.
Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le débat, on dit, regardez la réalité, non, j'ai envie de faire des éoliennes. Bon, donc, si vous me dites que les éoliennes c'est inutile, vous évitez que j'en fasse. C'est pas vrai. Moi, si vous voulez faire des éoliennes, mais faites-les en connaissance de cause. Hein, je voudrais qu'on arrive à sortir d'une réalité. Que ce ne soit pas maniqué systématiquement. Absolument. Donc moi, on me dit vous êtes contre les éoliennes. Monsieur le Président, je suis contre les éoliennes parce que vous faites des bêtises. Vous faites des éoliennes chez moi au Cap Fréhel et à Erquy qui sont abominables, qui sont en train de foutre en l'air l'ensemble de la faune et de la flore, qui sont en train de foutre en l'air les oiseaux, etc. Donc je vous dis c'est des bêtises. C'est des bêtises parce que c'est inutile. Pourquoi c'est inutile ? Parce que ça ne fonctionne qu'une partie du temps et que pendant le même temps, il faut qu'il y ait autre chose. Alors, on s'est aperçu que c'est autre chose, c'était du gaz ou du charbon. Hein, donc, alors c'est très important ce que vous dites. Arrêtons-nous quelques instants là-dessus parce que les gens imaginent qu'il y a les énergies renouvelables avec l'éolien et le solaire essentiellement, l'électricité avec les centrales nucléaires, mais qu'il y a également du gaz pour du gaz, mais en réalité, pas du tout. On peut faire de l'électricité avec du gaz, on peut faire de l'électricité avec du charbon. Il y a plein de méthodes qui produisent aussi de l'électricité, et ça, les gens n'en ont pas forcément conscience. Et c'est ça. Et c'est parce qu'on essaie de leur fourguer, depuis 20 ou 30 ans, qu'il y a une énergie gratuite, qui est l'éolien et le solaire, et que comme ça va nourrir des foyers. On dit, par exemple, le président de la République a dit, ça va faire 850 000 foyers. Non, ils ne peuvent pas. Si jamais vous êtes un foyer et vous avez uniquement les éoliennes, vous allez avoir l'électricité 25% du temps. Et puis autrement, vous n'aurez pas d'électricité. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez effectivement vous mettre sur le réseau avec les centrales nucléaires ou d'autres. Et puis vous pouvez acheter un petit générateur électrique, comme on fait en Afrique, un petit générateur électrique. Donc dès qu'il n'y a plus de courant, qu'est-ce qu'on met ? On met le générateur électrique. En disant, qu'est-ce que c'est ? C'est du diesel ou de l'essence. Oui, et vous avez un groupe électrogène. Donc on peut faire ça. Bon, est-ce que c'est vers ça que le président de la République a envie de faire ? Non, pas vraiment. C'est pas écologique. Bon, donc il faut accepter l'idée que quand il y a éolienne, il y a gaz ou charbon. Est-ce qu'on a dit ça à la population ? Non, jamais. On refuse de le dire. Pourquoi ? Parce que c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien ? Parce que comme on essaie d'éradiquer les énergies fossiles, le charbon, le gaz et le pétrole, pour des raisons qui ne sont pas les mêmes, qui sont des raisons de changement climatique, il faut pas en parler. Donc on ne parle pas de la réalité. Et l'idée qu'aujourd'hui, sur l'électricité, sur l'énergie, on ne veuille pas regarder la réalité en face m'est insupportable. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des éoliennes, je ne dis pas qu'il faut pas faire du solaire. Je suis prêt à regarder le dossier, à essayer de faire des expérimentations, regarder combien ça coûte. Mais l'énergie doit être abondante, bon marché et souveraine. Or, aujourd'hui, on ne fait pas d'éoliennes en France, on ne fait pas de panneaux solaires en France, par conséquent, on n'est pas souverain. Hein, c'est la première chose. Et deuxième chose, de toute façon, ça ne résout pas le problème de l'hiver prochain, contrairement à ce qu'ils racontent, puisqu'ils veulent faire passer une loi sur l'éolien et le solaire, puisque l'hiver prochain, il n'y aura pas de nouvelles éoliennes ou de nouvelles... parce qu'elles ne fonctionneront pas. Ça ne sert à rien pour l'hiver. Voilà, ça ne sert à rien. Mais les tableaux qui sont faits en Allemagne, puisque en Allemagne on a développé beaucoup, montrent bien qu'il y a 6 semaines pendant lesquelles ça sert à rien. Donc c'est comme ça, c'est la réalité. Même les Allemands sont obligés de le regarder. Bon, et donc les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, on veut du gaz pour pallier aux insuffisances de nos énergies éoliennes. Et on se découvre en France, en 2022, que soudain, éolien veut dire gaz. Mais on le sait depuis longtemps. La preuve, lorsque on a fait les éoliennes, qu'on veut faire les éoliennes à Saint-Brieuc et Erquy, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de faire une centrale à gaz, et on l'a réalisée à Landivisiau, en Bretagne. Donc on voit bien, je fais de l'éolien, donc je fais du gaz. C'est ça la réalité. Alors il faut afficher cette réalité en face de la population française. C'est ce que j'essaie de faire, bien imparfaitement, parce que on continue à dire, je lis dans les journaux tous les jours, que l'éolien est une façon d'échapper aux énergies fossiles. Ce n'est pas vrai. L'éolien conduit aux énergies fossiles. Pour 75% du temps, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, c'est comme ça. Et l'hiver, vous n'avez pas de recours pour vous chauffer à des énergies nouvelles parce qu'elles ne fonctionnent pas à ce moment-là, ou peu.
Alors, on a beaucoup parlé de l'électricité apportée par le nucléaire. On a vu que le parc nucléaire était en piteux état. Je crois que c'est à peu près 50-60% qui ne fonctionne pas. Piteux état, c'est beaucoup dire. Je ne suis pas. Plus de la moitié du parc nucléaire aujourd'hui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'il est en piteux état. Donc je reprends votre analyse. J'ai bien entendu ça. Et je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait des projets de maintenance qui étaient faits. Il n'y a pas eu assez d'argent à un moment pour faire la maintenance, comme l'a dit Jean-Bernard Lévy. C'est-à-dire qu'on a dit il faut que vous arrêtiez, c'est pas la peine de maintenir. Donc on n'a pas mis suffisamment d'argent. Et on a effectivement oublié qu'il fallait qu'il y ait des hommes et des femmes qui travaillent sur le terrain, pas des gens d'EDF, des gens des sous-traitants. Il y a 100 000 personnes qui aujourd'hui travaillent dans le domaine du nucléaire. Ils sont dans le groupement d'industrie française de l'énergie nucléaire, le GIFEN. Le GIFEN qui s'est développé grâce au maintien du nucléaire en Chine, parce qu'ils ont beaucoup travaillé avec les Chinois, puisqu'on n'en faisait plus en France, et ce GIFEN est prêt à travailler sous réserve qu'on le paye. Et si jamais il n'y a pas d'argent, on peut pas travailler. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'argent, et il n'y a pas assez d'argent pour faire en sorte que les centrales nucléaires françaises puissent avoir un programme de maintenance raccourci. Alors il y a ce problème qui concerne une vingtaine de centrales, et puis il y en a 10 autres où il y a eu un problème de corrosion sur le circuit de contrôle, et non pas sur le circuit important. Donc on n'est pas dans un problème nucléaire, on est un problème de corrosion à l'extérieur, et on a fait quelque chose qu'on ne fait jamais dans l'industrie, mais qui a été fait là par ce que j'appelle des ayatollahs de la sécurité. Bon, comme ça. On a dit, puisqu'il y a une centrale qui a un problème, et on va arrêter toutes les autres du même type. Super principe de précaution. Mais si jamais je fais ça dans l'industrie, moi je suis industriel, si jamais je dis, voilà, j'ai 10 machines pareilles, et puis il y en a une qui a des problèmes, j'arrête tout. On me dit, mais patron, tu prends la porte, tu es fou. Bon, donc là, c'est ça qui a été fait, et ça c'est une erreur. Alors cette erreur doit être corrigée. Alors cette erreur est acceptée, bien sûr, par l'ensemble des antinucléaires qui disent « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et vous avez vu d'ailleurs qu'à un moment, il y a eu sur l'EPR qui fonctionne et qui est en Chine un problème on a dit, voilà, vous voyez, l'EPR ne marche pas, c'est pas la peine de faire des EPR, il faut arrêter tout, il faut arrêter tout, il faut arrêter tout. Bon. 15 jours après, les Chinois ont trouvé la solution au problème, l'ont mise en marche, et tout le monde est d'accord sur le fait que le problème est résolu. Pas un mot, nulle part. Bien sûr. Chez les politiques, les journalistes, rien, pas un mot. Donc je pense qu'il faut arrêter de faire peur avec les centrales nucléaires. Elles sont pas en mauvais état. Elles avaient un programme de maintenance qui a été retardé par l'absence d'argent et la période Covid qui n'a pas arrangé l'absence d'argent. J'allais dire un détail peut-être, ou pas, mais on est un peu surpris par cette incohérence, enfin du moins ce qui apparaît comme une incohérence entre le fait de délaisser cet entretien des centrales nucléaires qui produisent de l'électricité et cette incitation permanente, pour ne pas dire presque abusive d'ailleurs, sur les Français d'acheter des voitures électriques. Alors il n'y a pas que ça. Il y a la voiture électrique. La voiture électrique, si jamais on n'a pas une énergie abondante et bon marché, c'est pas la peine de dire on va aller sur l'électricité. Mais il y a un autre problème qui est à côté, c'est la pompe à chaleur. On dit il faut plus de fioul, plus de gaz et des pompes à chaleur. Pompe à chaleur, c'est l'électricité aussi. Donc on est en disant qu'on est dans l'incohérence totale. C'est-à-dire on ne veut pas faire d'électricité, mais on veut en vendre. Et à ce moment-là, arrive ce mot abominable, qui est la sobriété. Vous pensez que les industriels ne sont pas sobres? Vous pensez qu'on dépense l'électricité n'importe comment? Lorsqu'on venait dans la fonderie, qu'il faut qu'on soit à 500 ou 600 degrés pour les fours? Non, on est toujours sobre. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous allez faire un programme de sobriété à 10% de ce que... où est-ce que vous êtes? Vous êtes où? Enfin, c'est peut-être que le terme de sobriété, c'était peut-être pour éviter d'utiliser le terme de rationnement, parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne fonctionnent plus bien. Donc, c'est pas la sobriété. Nous sommes sobres. Nous sommes collectivement, les PME de ce pays et les grandes entreprises sont sobres. Et elles ont fait des programmes essayant de diminuer le coût de l'énergie, quoi qu'il arrive, on n'attend pas le gouvernement pour le faire. Bon, simplement maintenant,
Et on étudie des programmes de rationnement, d'effacement d'abord, c'est-à-dire des gens qui sont financés pour ne pas utiliser l'énergie, et puis ensuite de rationnement, il va falloir savoir qui va fonctionner ou pas. Bon. Donc c'est une politique de gribouille, mais la politique de gribouille qui consiste à dire vous allez faire un véhicule électrique parce que c'est bon pour tout le monde, et vous allez faire des pompes à chaleur, c'est une politique de gribouille aussi. On augmente la consommation en diminuant la production. Et après, il y a un rationnement. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Le tout avec des véhicules électriques qui fonctionnent avec des batteries au lithium, qu'on ne peut pas extraire en France et en Europe, mais qu'on peut extraire à l'étranger. Oui, mais on pourrait extraire le lithium si jamais les lois sur l'environnement nous le permettaient. On a du lithium en France. On en a en Bretagne, près de chez moi. Donc on a du lithium, on a des mines dans le lithium. Il n'y a pas que des mines de lithium ailleurs. Dans la mesure où on aime bien exporter l'environnement malsain, effectivement, on est content, puisque le cobalt, c'est avec les jeunes gens du Congo Kinshasa qu'on les produit, donc on est peinard. On est peinard, on ne regarde pas. Bon. Donc, effectivement, il y a ce problème de matériaux des batteries, mais il y a également le fait qu'on a perdu la main sur non pas les matériaux, mais le savoir-faire des batteries. Et le savoir-faire des batteries, il est maintenant en Asie. Et donc, aujourd'hui, promouvoir le véhicule électrique, c'est promouvoir pour 40%, puisque c'est 40% du coût, les batteries faites en Asie. Donc, encore une fois, la souveraineté dont j'ai parlé depuis le départ, abondant vos marchés souverains, vous passez ailleurs si jamais vous faites des voitures électriques. Mais vous voyez, il y a un problème d'électricité non abondante, non bon marché, puisqu'on veut augmenter le prix de l'électricité, et on l'augmente avec le marché et les éoliennes. Les éoliennes, en principe, sont absolument inutiles, puisqu'il faut doubler les éoliennes par quelque chose qui fait 75% de la production. Par conséquent, plutôt que de faire 75%, si on fait 100%, c'est beaucoup mieux pour la centrale qu'on bâtit. Oui, donc la centrale, et par définition, ce qui est intermittent est inutile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on se voit en ayant conscience que ça sera intermittent. Et que par conséquent, il y a un surprix qui est fait par le fait qu'on prend quelque chose d'intermittent. Tout ce qui est intermittent est forcément, puisqu'on veut un service continu, dans cette salle, on a envie d'avoir l'électricité. Si on dit, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'émissions. Donc voilà. Donc on a envie d'un service continu. Et si jamais à un moment vous êtes rationné, vous allez dire comment je vais faire. Et vous allez essayer d'acheter un petit générateur électrogène de manière à être bien sûr de pouvoir fonctionner en temps réel parce que vous avez besoin que les émissions soient faites. Et ça, c'est de l'énergie fossile et on est reparti dans exactement l'inverse de ce qu'on veut faire. De ce qu'on veut faire. Hein, voilà. Alors, j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on revienne à présent sur le gaz. On a beaucoup parlé de l'électricité, évidemment avec l'actualité du gazoduc, enfin des gazoducs d'ailleurs, parce que c'est d'abord Nord Stream 2 puis Nord Stream 1 qui a montré des signes d'attaque, de ce qui ressemble à du sabotage. Comment voyez-vous cela déjà moi j'aime bien avoir d'abord, avant d'interpréter, j'aime bien avoir la réalité. Alors, je lis énormément parce que ça m'intéresse, ces gazoducs m'intéressent. J'ai passé une partie de ma vie à faire des oléoducs et des gazoducs, donc ça m'intéresse de voir ce qui se passe. Bon. Alors là, on est à 90 mètres de profondeur. Je ne sais pas comment ils sont faits. En principe, les gazoducs, vous avez des endroits où on pousse le gaz, parce que là, il ne circule pas tout seul. Le pétrole, il circule, on pousse un peu au début, et puis il arrive au bout. Le gaz, il faut le pousser de temps en temps. Bon. Alors, c'est où par rapport à ces endroits où on va pousser le gaz, aujourd'hui... Concomitamment sur deux gazoducs différents, ce serait surprenant. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé, pour savoir
quelle a été l'exaction conduisant à ça. Plutôt que de dire tout de suite c'est X, Y ou Z, j'ai envie de comprendre. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu cette... De la même façon, à Zaporijjia, lorsque on m'a interrogé qu'est-ce qui se passe sur Zaporijjia, c'est les Russes et les Ukrainiens qui bombardent Zaporijjia, écoutez, la balle au centre. Est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un là-bas pour savoir? Là, vous êtes en train de me raconter des gaudrioles. Là, pour l'instant, ce qu'on me raconte sur le sujet... On se rend compte que quand on envoie les gens sur place, c'est pas toujours très facile pour qu'ils s'expriment non plus. Absolument. Mais avant de dire des gaudrioles, j'ai envie de savoir si des experts sont allés voir ce qui s'est passé réellement et quels sont les rapports d'expertise qu'ils ont fait. Voilà. Et ça, j'ai pas le rapport d'expertise. Donc je n'ai pas aujourd'hui, je n'ai aucune envie de rentrer dans le jeu d'hypothèse. Voilà, ça a été fait parce que avec les complots divers et variés, j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre aussi si ce qui a été fait est irréparable ou pas, parce qu'on dit c'est pas réparable, a priori tout est réparable, enfin disons ça coûte cher vraisemblablement, j'ai envie de comprendre. Et là, cette compréhension, mais je suis industriel, je ne suis pas un homme politique, un commentateur. Mais, question simple, ces gazoducs, à qui appartiennent-ils ? Alors, ils appartiennent à un ensemble de sociétés dont la majorité est russe et la minorité allemande et européenne. Donc je pense que dans l'un, je suis sûr qu'il y a Engie, dans l'autre je ne sais pas, enfin bon, disons qu'il y avait il y a un consortium. Très bien. Et ce consortium a été fait, à mon avis, délibérément, pour éviter que le gaz traverse des endroits impies que sont la Pologne et l'Ukraine. Mais il y a des gazoducs à travers la Pologne et à travers l'Ukraine aussi. Qui sont, mais pas ceux-là. Et celui à travers l'Ukraine, j'y ai participé, il s'appelle Fraternité, donc je sais qu'il est libre. Et donc, je pense qu'il y avait, de la part de M. Schröder et de Mme Merkel, une vision politique, peut-être saine, qui était il faut arrimer la Russie à l'Europe, et la manière de le faire, c'est dépasser les conflits éventuels, c'est-à-dire polonais, biélorusses, etc., en faisant un truc direct. Bon, ce truc direct coûte beaucoup plus cher. C'est donc Nord Stream 2 qui passe dans la Baltique. Et Nord Stream 1, les deux. Les deux passent dans la Baltique. Les deux passent dans la Baltique, et ils échappent au problème de la confrontation entre l'Europe de la communauté et la Russie, et ils échappent en particulier au problème ukrainien. Est-ce que c'est un bon choix, ça, d'ailleurs, sur le plan diplomatique ? Alors, moi, dans les propositions que j'ai faites, et que j'ai réitérées avant que Nord Stream 2 soit décidé, j'ai dit non, il faut mieux régler le problème de l'Ukraine avec la Russie, et régler le problème de l'Ukraine, c'est essayer de voir si on peut passer ce pipe à travers l'Ukraine, le nouveau pipe, puisqu'il fallait augmenter la capacité du gazoduc, pour régler le problème politique entre l'Europe et la Russie, à propos de l'Ukraine. Il faut régler ce problème. C'était l'occasion de se remettre tous à table. L'idée d'éviter ce problème en prenant la Baltique est une erreur politique. Alors ça, je l'ai dit en son temps à mes amis les patrons allemands. Je n'ai pas accès aux politiques. Ils m'aiment pas, je les aime pas, donc pas de problème. Enfin, j'ai dit aux patrons allemands, vous faites une erreur politique, attention, oui, mais tu fais de la politique. Non, je ne fais pas de politique. Il faut arrimer. Et donc, j'ai défendu l'idée qu'il fallait faire un pipe à travers l'Ukraine, qui coûtait beaucoup moins cher. C'est l'ordre de 1 à 3. Il faut bien voir. Même si c'est compliqué de traverser, il n'y a pas suffisamment de montagnes en Ukraine pour que ce soit si compliqué que ça. Donc, il y a eu une erreur politique, et cette erreur politique conduit aux difficultés actuelles. C'est-à-dire que c'est grâce à ce pipe sur la Baltique que la Russie a cru qu'elle était maintenant aux commandes de l'Europe
et qu'elle allait faire accepter tout ce qu'elle voulait sur la lisière, c'est-à-dire le fait d'avoir cette espèce de petit truc de la Transnistrie à côté de la Moldavie. Là, il y a une espèce d'enclave russe. On voyait bien que la Russie essayait de dire il y a des russophones, ces russophones c'est nous, et par conséquent ces territoires c'est nous. Donc il y avait moyen de discuter à partir des gazoducs ou des oléoducs politiques, et ça a toujours été le cas. Mais est-ce que finalement le fait d'avoir refusé de le faire et d'avoir étudié cette solution pour remettre l'Ukraine autour de la table avec la Russie, avec l'Europe, à l'époque de la construction donc, de Nord Stream 2, est-ce que ce refus finalement, il rappelle pas un peu cette obsession de la sanction que l'Europe prend systématiquement aujourd'hui à l'égard de la Russie, qui est finalement plutôt un blocage, une absence de dialogue qu'une décision en tant que telle? C'est plutôt la rupture diplomatique, c'est un peu comme le principe de systématiquement ramener ses ambassadeurs quand il y a un pays en guerre. Oui et non, c'est-à-dire que je pense que l'idée de Schröder et de Merkel était que, en évitant de traiter le problème ukrainien, on arrimait la Russie définitivement à l'Europe. Ils ont fait une erreur d'appréciation, donc il faut. Alors, c'est toujours le retour d'expérience. Est-ce que cette erreur d'appréciation était volontaire, pas volontaire? Quelle était la nécessité? Pourquoi n'a-t-on pas discuté? Bon, ok, mais là maintenant on est dans une situation dramatique, c'est-à-dire que effectivement on sent que on va avoir du mal à retrouver une Europe géographique correct avec la Russie, et qu'on a accéléré ce mouvement avec le pipe de la Baltique. En fait, on a accéléré plutôt que d'arriver à une solution, ce qui était imaginé par Schröder et Merkel, on a fait l'inverse. Et ça mérite quand même un examen et une discussion, au moins une discussion. On a l'impression qu'on n'a plus le droit de discuter. Là, il y a une vraie discussion, et aujourd'hui, le pipe fraternité, enfin le gazoduc Fraternité continue à marcher. Malgré la guerre, malgré ça, il continue à marcher. Donc il y a un sujet. De la même façon que on est en train d'imaginer que le gaz russe ne vient plus en France, ne vient plus en Europe, c'est pas vrai. Donc il vient plus directement. Il vient plus directement. Donc à quoi on joue, quoi. C'est-à-dire, si on revient sur ces questions de gazoduc Nord Stream 1 et Nord Stream 2, on est d'accord que de toute façon, ils n'abreuvaient plus la France directement, enfin la France et l'Europe, de gaz, puisque les sanctions avaient déjà été décidées, et donc Nord Stream 2 était en état de fonctionnement, mais ne fonctionnait pas, et n'abreuvait pas la France et l'Europe. Nord Stream 1 fonctionnait pour l'Allemagne, parce que l'Allemagne était à 60% dépendante du gaz russe. Alors le gaz, ça sert à quoi? Parce qu'il faut, ça sert à quoi, Ça sert d'abord à faire l'urée. L'urée, c'est la façon de faire des engrais. Donc le gaz, c'était l'agriculture allemande, et c'est-à-dire l'engrais, c'est-à-dire les engrais azotés. C'est un peu compliqué, mais c'est l'engrais azoté vient du gaz. Cet engrais sert à augmenter facteur 2, la fertilité des terres. Donc c'est pas négligeable. Bon, il sert à faire de l'électricité pour pallier aux inconvénients des éoliennes et du solaire, comme j'ai expliqué, j'espère que c'est compris. Bon. On verra, c'est des questions qui vont se poser à la fin de l'émission. Bon. Et puis, ça sert à l'industrie, c'est-à-dire que chauffer au gaz quand les prix du gaz sont corrects, ça permet de faire marcher les fours. Et les fours, vous savez qu'il existe dans des produits importants, dans un produit développé. Alors il y a le ciment, et puis il y a l'acier. Alors il faut savoir comment on fait le ciment et l'acier. Alors on peut dire, voilà, on fait plus de ciment et plus d'acier, mais il se trouve que c'est des produits très pondéreux, et on en a un peu besoin. Et qu'on a un peu besoin. Et que si jamais on en a plus relativement proche, qu'il faut les transporter, on se retrouve dans des difficultés. Alors là, c'est Madame Greta Thunberg va vous tuer en disant, regardez ce que vous êtes en train de faire à transporter tous ces matériaux de très long. Donc
l'Allemagne est en difficulté aujourd'hui de ne pas avoir de gaz. Donc elle trouve tous les moyens pour à la fois faire les sanctions, Oui. les sanctions dont on ne peut plus, et acheter le gaz aussi soit. Et il se trouve que le gaz, le CH4, le méthane, il n'a pas d'ADN. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est parti, sous forme liquéfiée, c'est pas d'où il vient. Vous ne pouvez pas savoir d'où il vient. C'est pratique. Et donc on est dans cette situation aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il faut du gaz, on le prend n'importe où, et n'importe où, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas du gaz en russe. Russie. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne prend pas du gaz de schiste américain qui est interdit d'extraire en Europe. Mais là, on en prend beaucoup. Là, on en prend beaucoup. Mais qu'on achète on en prend beaucoup. à vil prix aux États-Unis. Alors, il faut se souvenir quand même, parce qu'on finit par être obsédé par cette guerre de Russie et d'Ukraine. On a raison d'être obsédé, parce qu'on est quand même dans une sacrée smoule. Bon, mais le gaz a commencé à augmenter il y a 2 ans, bien avant cette guerre. Absolument, c'est vrai. Faut le rappeler. Et il faut revenir là-dessus. Et pourquoi il a augmenté? Parce que le gaz de schiste américain liquéfié avait envie de se placer et qu'il fallait que les acteurs du gaz, les Russes comme les autres, augmentent le prix du gaz pour que le gaz naturel liquéfié des États-Unis puisse se placer. Et donc, on avait une augmentation du prix du gaz depuis 2 ans qui inquiétait tous les énergéticiens. Parce que vous expliquez déjà, c'est que les marchés ont accepté de faire une place à un nouveau produit. Absolument. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Non. Mais ils ont fait. Et ça, ces marchés, c'est la partie invisible. Mais il se trouve que c'est quand même ce qu'on appelle les élites de la nation et des nations européennes qui ont permis ça. Faut pas l'oublier. C'est assez surprenant quand même. C'est les gens qui aujourd'hui vous expliquent qu'il faut rafistoler le marché de l'électricité pour résoudre le problème. C'est eux qui ont créé le problème. Bien sûr. Et ils ont créé le problème il y a 2 ans en permettant au gaz de schiste américain de venir. Et d'ailleurs, c'était dans la presse, hein, on disait, est-ce que le gaz de schiste américain va pouvoir arriver à tel ou tel endroit? Je dirais pas lequel, parce que je ne voudrais pas que les zadistes viennent faire exploser le dossier était sur la table. C'est-à-dire qu'effectivement, le gaz de schiste arrivait. Donc on n'a pas Quand il droit. arrive, ce gaz de schiste, on peut le distinguer d'un autre type de gaz ou pas? Non, il est liquéfié. Une fois qu'il arrive, extrait, une fois qu'il est arrivé, on peut plus faire la différence. C'est fini. Il part donc dans les centres. Il est liquéfié quelque part. Ensuite, il est admis chez nous, par exemple, à Donge, et puis il part dans le réseau, et après c'est fini. On peut pas distinguer. Il y a que les écolos qui peuvent dire moi j'ai du méthane vert. Ah, t'as du méthane vert. Comment t'as fait? Oui, c'est parce que ça vient du méthanier de la ferme machin chose. Non, une fois qu'il est parti dans le tuyau, on peut pas. C'est comme les électrons, comme le CH4, c'est-à-dire le méthane, on peut rien faire. Par contre, dans le pétrole, on est dans une situation différente, c'est-à-dire que le pétrole non raffiné, on sait d'où il vient. Parce qu'il a une composition qui est toujours différente selon les réservoirs. Même s'il est mélangé, on arrive à voir d'où viennent les mélanges. Dès qu'il est raffiné, c'est fini. Vous avez un gazole qui est de telle caractéristique. Vous avez une essence qui a telle caractéristique, c'est fini. Alors justement, vous parlez du pétrole, c'est intéressant parce qu'il y a une entreprise qui a été particulièrement nommée depuis le début de la crise en Ukraine, c'est Total Energy. Je vous propose, avant de revenir sur ce sujet, d'écouter Yannick Jadot qui en a parlé extrêmement souvent. Total doit partir, pardon. Le président de la République, le gouvernement force en 2018, Total comme d'habitude, doit partir d'où? de Russie. Je demande au président de la République de contraindre Total à quitter la Russie. Total, par ses activités, finance l'effort de guerre de Poutine. C'est Emmanuel Macron qui a aidé Total à s'installer en Russie. Ce que je demande, c'est qu'Emmanuel Macron retire Total de Russie, comme il a aidé Total à s'installer en Russie. Bon alors visiblement c'est une obsession chez Yannick Jadot et j'aimerais, avant de vous donner la parole, raconter une petite anecdote puisque en 2014 il y a eu le début de la guerre en Ukraine. À l'époque le patron de Total c'était pas encore Patrick Pouyanné, c'était Christophe de Margerie. Et on se rappelle d'un Christophe de Margerie
avec une poigne non négligeable à l'égard du politique. Et quand on lui avait demandé de se retirer de Russie, il n'en a pas été question. Et on a le sentiment que là, vous expliquiez tout à l'heure que Jean-Bernard Lévy aurait dû, là encore, bomber le torse et considérer que la priorité pour lui, c'était de défendre les intérêts de son entreprise. On a le sentiment qu'aujourd'hui, Total est moins bien défendu qu'avec Christophe de Margerie. Ça, il faut regarder la réalité. Moi, j'en sais rien. Là, vous allez vous passer directement du communiqué de presse du journaliste qui dit voilà ce qui s'est passé à la réalité. Moi, j'en sais rien. Donc, je ne vais pas. La réalité, c'est que nous sommes avec Total et avant Elf, dont j'étais président, en liaison avec la Russie depuis très longtemps, depuis la période soviétique. Donc, et lorsque arrive la chute du rideau de fer, Gorbatchev-Yeltsin, nous sommes déjà là-bas, avec Elf. Hein, donc c'est pas Monsieur Jadot n'aime pas Total, il n'aime pas Monsieur Macron, il fait ce qu'il veut. Disons que c'est pas Macron qui a aidé Total à s'implanter en Russie. Tout ça, c'est lors de la chute du rideau de fer, nous sommes déjà en discussion depuis 1989 là-bas. Nous commençons à travailler et ça n'a fait qu'augmenter aussi bien avec Elf qu'avec sa filiale du moment qui était Technip, qui travaillait là-bas en ingénierie. Donc tout ça c'est faux. Bon. Alors l'obsession des écologistes, c'est d'abord que le nucléaire c'est mal, et d'autre part les fossiles c'est mal. Donc Total c'est mal. On a vu que ça a conduit, lorsque le président de Total a voulu participer aux Jeux Olympiques, la maire de Paris a dit non, Total c'est abominable. On voit bien, Total c'est mal, le pétrole c'est mal. Bon. Et je pense que tout ça est profondément erroné et qu'il faut regarder sur le long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'à un moment, dans un pays, les difficultés des dictateurs conduisent à qu'il faille se retirer, qu'on abandonne absolument tout. C'est pas le cas, non. Alors, j'avais eu cette discussion à l'époque avec la Birmanie, avec Myanmar, et moi, j'avais pris la décision de ne pas satisfaire les revendications de la Birmanie, et Elf n'est pas rentré en Birmanie. Mon confrère de Total de l'époque est rentré en Birmanie. J'en ai jamais voulu, c'était une décision. Je considérais défendre mon entreprise en n'y allant pas. Et lui considérait qu'il la défendait en y allant. Et à l'autopsie, je ne sais pas qui a raison, il a fini le successeur à tous les deux, c'est devenu le patron de Total aujourd'hui, et le patron de Total a dit, moi je m'en vais de Myanmar, vous voyez. Mais c'est compliqué, c'est une affaire compliquée, et sur laquelle je pense que les politiques devraient arrêter de nous donner des conseils, des avis et d'attaquer les politiques existants en disant ils font pas ci, ils font pas ça. Non, c'est plus compliqué que ça. Et l'énergie doit être abondante, bon marché et souveraine. Nous avons, en tant que président de société, j'avais la responsabilité d'avoir une énergie abondante, bon marché et souveraine. Et sur ce plan-là, personne ne m'a jamais dit que je n'avais pas réussi. Alors, j'ai eu des critiques par ailleurs. Vous reprochez d'autres choses. On va reprocher d'autres choses, mais c'est sur ce plan-là. Bon. Et je crois que c'est ça le travail des présidents des sociétés énergétiques. Et je crois qu'il faut que les politiques arrêtent de dire des bêtises. Ça va être difficile, surtout quand ils parlent d'écologie, parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. Et là, je ne sais pas quels sont les accords entre les pétroliers dans leur ensemble et la Russie, mais il y a forcément eu des conversations, il y a forcément eu des accords, et il y a des choses que nous saurons peut-être dans quelques années, et c'est très bien qu'on ne le sache pas aujourd'hui. Non, mais il ne faut pas considérer que parce qu'on a dit quelque chose, parce qu'on a fait une politique de communication qui est adaptée
qui est adapté à la réalité politique, on a fait la chose correctement. C'est plus compliqué que ça. Voilà. Donc, mais alors, arrêtons de crier contre Total. Total fait son métier, très bien. Les gens de Total, que je connais en grande partie, puisque c'était la compagnie que j'ai présidée, sont des gens de grande qualité, qui font un travail exceptionnel dans le domaine de l'énergie aujourd'hui. Ça suffit, quoi. Ça suffit vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les enfants, les petits-enfants de mes anciens collaborateurs disent à leurs enfants qui vont à l'école, dis pas ce que je fais. Voilà, on en est là. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait le mal parce qu'on travaille, on travaille à Total et qu'on travaille encore dans le pétrole. C'est-à-dire que quand j'ai vu, par exemple, sur l'histoire de l'accord qui a été réalisé récemment entre Total Énergie et le Qatar sur le gisement de gaz, levée de bouclier, sur la radio nationale, payée par mes impôts comme ceux des autres, la personne dit il a fait un chèque à l'émir du Qatar. Il a fait un chèque. C'est une espèce il a tellement d'argent qu'il a financé l'émir du Qatar. Non, il n'a pas de il s'est engagé dans un processus qui permet que le gaz. Et nous aurons encore du gaz et du pétrole pendant des années. Nous sommes à 82% en énergie fossile dans le monde. Pour être abondant, bon marché et souverain, nous allons utiliser encore, pendant des années, du pétrole, du gaz et du charbon. Et il va falloir, non pas éradiquer, mais essayer de contraindre les rendements à être meilleurs, la pollution à être inférieure, de façon à utiliser valablement l'ensemble des énergies à notre disposition. Autrement dit, je reviens sur le véhicule électrique dont on parlait tout à l'heure, il ne s'agit pas de dire « je fais un véhicule électrique parce que c'est mieux », il s'agit de dire « est-ce qu'on peut avoir des véhicules qui consomment moins, qui ont des usages différents, etc. » C'est ça. Et on avait, au moment de 73, avec le ministre André Giraud, on avait dit, est-ce qu'on peut faire 1 litre au 100 ? Et on avait vu effectivement qu'on pouvait faire des véhicules 1 litre au 100, qui n'étaient pas les mêmes véhicules que ceux qui sont utilisés aujourd'hui, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et non pas réfléchir en éradiquant. J'ai une toute dernière question, Loïc Le Floch-Prigent. Je suis trop bavard. Est-ce que finalement, pas du tout, tout va bien. Finalement, les grands patrons, parce que vous allez publier un nouveau livre, Capitaine d'industrie, est-ce que finalement les grands patrons n'ont pas un rôle politique et une position plus pragmatique que les politiques ? Bien sûr. Et par conséquent, il faut qu'ils aient le courage de leurs opinions et de leur entreprise, et il faut qu'ils l'expriment. Et qui disent voilà comment les choses se passent chez moi. Et je pense que la démission qu'il y a eu chez les grands patrons, qui a consisté à dire on m'embête en France, c'est pas grave, je m'installe ailleurs, et cette démission a été catastrophique pour le pays, pour l'Europe. C'est-à-dire que là aujourd'hui, si jamais vous avez envie de faire les véhicules automobiles que vous voulez, vous savez qu'en Europe, vous avez la Commission européenne et les gouvernements qui veulent que vous fassiez des véhicules électriques. Alors vous les obéissez, puis vous essayez de tirer le maximum de subventions et d'argent de la Commission européenne, des États, pour faire ce qu'ils demandent. Et puis par ailleurs, vous utilisez votre argent à faire des véhicules qui vont être utilisés dans le monde entier, qui vont être des véhicules thermiques à rendement beaucoup plus élevé, qui vont permettre aux gens d'avoir des véhicules. Parce que si jamais vous avez le prix des véhicules aujourd'hui et si jamais vous les prenez en Chine, vous allez avoir un prix inférieur, mais vous n'aurez plus de travail dans l'automobile européenne. Et si jamais vous voulez continuer à avoir un véhicule cher, électrique, parce que vous achetez toutes les pièces à l'extérieur, en particulier d'Asie, là, vous n'aurez plus personne pour les acheter. Donc on voit bien qu'il y a... Alors en plus, cerise sur le gâteau, il faut faire des bornes électriques, et vous avez remarqué que les bornes électriques... Et les alimenter. Et que là, il y a un petit problème. Il n'y a pas de business model des bornes électriques. C'est-à-dire que l'investissement dans la borne électrique est un investissement à rendement financier nul ou négatif. Et donc, si jamais vous voulez recharger une véhicule électrique en 25 minutes au lieu de 4 minutes, il faut que vous ayez 5 fois plus d'espace pour recueillir les véhicules
puisqu'elles vont rester 25 minutes au lieu de 5 minutes. Donc vous imaginez les stations-service qu'il va falloir que vous fassiez sur les autoroutes, encore de l'argent qui va enlever des terres pour l'agriculture pour faire des bornes électriques. Des bornes électriques. Tout ça est complètement dément. Il faut revenir aux réalités. Je voudrais essayer de conclure un peu. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas parce qu'on regarde la réalité en face que la solution est immédiate. C'est-à-dire que j'attaque aujourd'hui les éoliennes en mer telles qu'elles sont faites, et je maintiens que c'est idiot, ce qui ne veut pas dire que l'énergie éolienne est condamnée. C'est pas ça que je veux dire. Et donc, le fait de dire, écoutez, ce que vous êtes en train de faire est idiot, conduit les gens à dire, oui, mais tu es contre. Non, c'est pas que je suis contre. C'est qu'il faut regarder toujours la réalité. Et ce déni de réalité a conduit aujourd'hui à avoir une énergie qui n'est pas abondante et bon marché, à avoir une désindustrialisation, que j'ai esquissée en 2 mots. Plutôt de s'emmerder en France, on part à l'étranger. Très bien. Alors vous n'avez plus d'industrie en France. Et vous n'avez plus envie des automobiles, vous l'enlevez. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Et je plaide pour qu'on accepte, au niveau politique, au niveau des journalistes, de regarder la réalité. Hein, c'est toujours. Et en ce qui concerne le gazoduc, je voudrais que des gens aillent voir ce qui s'est passé, fassent un rapport, et après, je répondrai avec légitime question. On va vous envoyer faire un constat des dégradations du gazoduc. À 90 mètres, j'aimerais mieux que ce soit d'autres plus jeunes qui aillent à 90 mètres, excusez-moi, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir recommencer à le faire. Bon, d'accord. Mais au moins d'avoir le rapport. C'est-à-dire, voilà ce qui s'est passé, voilà, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et très bien. L'interprétation pourra être faite après. Eh bien, ce sera l'occasion alors de revenir. Voilà. Merci beaucoup Loïc Le Floch-Prigent, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura mis les idées au clair. En attendant, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de commenter, de partager et de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas pour améliorer le référencement. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Bonne fin de semaine.